Bonjour, je m'appelle Henry Keane. Voici News Pulse sur UA TV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, dans la région russe de Voronezh, des drones ukrainiens ont attaqué l'une des plus grandes usines chimiques de Russie. La Russie aide l'Iran à détruire les infrastructures critiques d'Israël. Le renseignement ukrainien le confirme. Poutine cherche de l'argent pour poursuivre sa guerre de terreur contre l'Ukraine et les Russes vont devoir payer. Voyez notre reportage pour plus de détails. Hier soir, des drones ont attaqué une usine chimique dans la région de Voronezh, en Russie. Le site est en flammes. Ce site est l'une des principales usines chimiques de Russie, produisant de l'ammoniac, de l'acide nitrique et du nitrate d'ammonium, composant de base des explosifs. En fait, c'est un élément critique du complexe militaro-industriel russe via la chaîne de production d'ammoniac, d'acide nitrique et de nitrate. L'entreprise fournit les matières premières essentielles pour les munitions. En mars 2026, pour la première fois depuis l'invasion russe à grande échelle, l'Ukraine a lancé plus de drones d'assaut transfrontaliers que la Russie. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu plus de 7 347 drones ukrainiens, mais bien sûr, il ne publie que les chiffres qu'ils prétendent avoir abattus. Cela signifie inévitablement qu'il y avait bien plus de drones attaquant des cibles militaires légitimes en Russie. Et évidemment, tous les drones n'ont pas été abattus. Le port d'Oust-Louga en est un excellent exemple, brûlant manifestement depuis plus de 2 semaines consécutives maintenant. L'armée de l'air ukrainienne a quant à elle déclaré avoir fait face à plus de 6 462 drones russes et 138 missiles de divers types le mois dernier. Environ 90% des drones et un peu moins de 74% des missiles ont été interceptés ou neutralisés avec succès. Une série de frappes sur des terminaux pétroliers russes clés dans la Baltique a coûté près d'1 milliard de dollars à la Russie, rien qu'en revenus d'exportation perdus, sans compter la valeur du matériel détruit, selon le Financial Times. 5 frappes sur les ports de Primorsk et d'Oust-Louga ont endommagé des terminaux par lesquels passaient plus de 40% des exportations russes de pétrole par mer. Rien qu'à Primorsk, environ 200 millions de dollars de pétrole sont partis en fumée. Les attaques ont aussi touché la raffinerie de Lukoil dans la région de Nijni Novgorod, ainsi que des usines chimiques et d'engrais dont les produits servent à des fins militaires. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a récemment annoncé une bonne nouvelle. La Russie ne peut garantir la protection de ses propres installations énergétiques, a-t-il dit, mais c'est déjà de l'histoire ancienne. Nous le savons déjà. L'Ukraine transmet une proposition de cessez-le-feu énergétique à la Russie par l'intermédiaire des Américains. Le président Zelensky l'a confirmé lors de son allocution quotidienne à la nation. Le président a aussi ajouté que l'Ukraine est prête pour un cessez-le-feu pendant les fêtes de Pâques. Cependant, si la Russie poursuit ses attaques, l'Ukraine continuera aussi ses sanctions par frappe en profondeur. Ici en Ukraine, nous faisons notre part de ce travail avec constance, et nos sanctions à longue portée restent très efficaces et réduisent réellement les revenus russes, surtout pétroliers. C'est tout à fait juste, et surtout, cela limite la capacité de la Russie à faire durer cette guerre. Si la Russie est prête à arrêter les frappes sur nos infrastructures énergétiques, nous serons prêts à faire de même. Et une telle proposition a été transmise à la partie russe par l'intermédiaire des Américains. Et maintenant, nous transmettons une proposition, un appel à l'action sur UATV. Des voix se font entendre dans le monde entier, surtout aux États-Unis d'ailleurs, si mon oui ne me fait pas défaut. Ces voix disent que l'Ukraine ne devrait pas utiliser l'élan qu'elle vient de gagner dans ce dur combat et devrait cesser ses frappes en profondeur en Russie sur les sites militaires et pétroliers. Alors, la question de l'appel à l'action d'aujourd'hui serait la suivante. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-il inutile pour l'Ukraine d'arrêter les frappes en profondeur en Russie, où 1 signifie pas inutile, l'Ukraine devrait arrêter ses frappes immédiatement, et 10 signifie totalement inutile, l'Ukraine devrait redoubler d'efforts et continuer à faire pression sur la machine de guerre du Kremlin en frappant là où ça fait le plus mal.
La Russie aide l'Iran à détruire les infrastructures énergétiques critiques d'Israël, confirme le Jérusalem Post. Le renseignement russe a fourni à l'Iran une liste détaillée de 55 cibles d'infrastructures énergétiques critiques en Israël, selon des informations obtenues par le média Jérusalem Post auprès d'une source proche du renseignement ukrainien. Le rapport, qui souligne le renforcement de la coopération militaire et du renseignement entre Moscou et Téhéran, suggère que les informations partagées permettent à l'Iran de lancer des frappes de missiles de précision contre le réseau énergétique israélien. Selon les conclusions, les sites ciblés sont divisés en 3 catégories basées sur leur importance stratégique. Selon les conclusions, les sites ciblés sont divisés en 3 catégories basées sur leur importance stratégique. Niveau 1, installation de production critique. Niveau 2, grands pôles énergétiques urbains et industriels. Niveau 3, infrastructures locales. Ces cibles incluent des sous-stations régionales qui alimentent des zones industrielles et de plus petites centrales électriques, d'après le Jérusalem Post. Les récents efforts et gains géopolitiques ukrainiens se transforment en pertes russes. Privé de positions proactives, le Kremlin est forcé de réagir, rachetant des chaînes Telegram arabes pour déclencher des vagues d'attaques de désinformation, comme le rapporte le Centre ukrainien des communications stratégiques. Les propriétaires de chaînes Telegram s'adressant au public arabe au Moyen-Orient ont récemment commencé à recevoir des demandes pour publier des vidéos anti-ukrainiennes. En pratique, cela ressemble à une personne nommée Ksenia, par exemple, ou tout autre nom slave féminin proposant à des blogueurs arabes de publier des vidéos sur le thème du, je cite, « non-respect des accords entre l'Ukraine et les pays arabes ». Fin de citation ou quelque chose de similaire. Les images sont prêtes et offertes gratuitement. Il ne reste plus au propriétaire d'une chaîne Telegram qu'à publier et présenter ces fausses informations comme des nouvelles et à obtenir des réactions, des mentions, j'aime et des vues qui risquent d'être nombreuses. Le sujet est sensible et le succès de l'Ukraine est difficile à ignorer, surtout pour Moscou, qui a perdu son influence stratégique dans la région et cherche désespérément à panser ses plaies tactiquement. Le stratagème est simple. Le Kremlin prépare du contenu fallacieux, puis achète son placement auprès du public arabe pour le faire passer pour l'opinion organique de la population locale. Centre ukrainien pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information. Le désir de Vladimir Poutine de financer cette guerre contre l'Ukraine à tout prix entraîne un coût, un déficit budgétaire massif et la destruction de la vie de la nation russe. Voici comment la Russie canalise toutes ses ressources dans sa machine de guerre et les conséquences que cela a pour la population. Plus de détails dans le reportage suivant. La Russie glisse à nouveau vers l'ère du servage. À la suite d'une rencontre entre le dictateur russe Vladimir Poutine et des milliardaires, l'un des hommes les plus riches du pays, Oleg Deripaska, a proposé d'instaurer une journée de travail de 12 heures avec une semaine de 6 jours. Il affirme que c'est le seul moyen de sortir l'économie russe de l'abîme. Un tel changement priverait les travailleurs et employés russes de leurs droits et libertés fondamentaux et constituerait une violation flagrante des conventions de l'Organisation internationale du travail. En réalité, les grandes entreprises ont commencé à parler de travail forcé parce que le Kremlin a présenté aux oligarques des factures énormes pour financer la guerre. Les montants dépassent 100 milliards de roubles par entreprise. Pour éviter de perdre leur propre capital, les chefs d'entreprise ont décidé de faire porter ces coûts sur les épaules des simples travailleurs. L'initiative a été immédiatement soutenue par des universitaires. L'académicien de l'Académie des sciences de Russie, Gennady Onischenko, a déclaré qu'un tel emploi du temps est normal, en particulier pour les industries extractives. Oui, nous devons travailler dur. Quant aux hommes, ils doivent travailler jusqu'à l'épuisement dans cette situation, car nous avons vraiment besoin de relancer l'économie. De telles déclarations prouvent une fois de plus que le financement de la machine de guerre du Kremlin est le seul objectif pour lequel les autorités sont prêtes à tout sacrifier, y compris les gens. Malgré les tentatives de soutien à l'économie, celle-ci continue de décliner tandis que la corruption se développe. Selon le service de renseignement extérieur de l'Ukraine, fin 2025, le pot de vin moyen en Russie était passé à 1 million de roubles et le nombre de cas de corruption a dépassé les 36 000 en une seule année. De plus, l'industrie russe est en profonde stagnation depuis le début de 2026.
La métallurgie russe, longtemps considérée comme le fleuron de l'économie du pays et une source stable de devises étrangères, a plongé dans une crise systémique en 2025 et 2026. La rentabilité de l'ensemble du secteur est tombée à 9,6%, ce qui est inférieur au coût du service des prêts. Ural Steel GSC, entreprise vitale de Novotroïtsk, leader de l'acier pour pont et exécutant clé des commandes de défense, est passé d'un profit de 11 milliards de roubles à une perte nette de plus de 22 milliards en un an, d'après une publication sur le site du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Alors que des milliards sont engloutis dans la guerre contre l'Ukraine et qu'on tente de colmater l'économie aux dépens de la population, les besoins de base des Russes sont ignorés. L'infrastructure régionale tombe en ruine et la situation atteint désormais des niveaux catastrophiques. Dans la capitale du Daghestan, Makhachkala, un immeuble d'habitation s'est effondré suite à des inondations massives. Selon Reuters, 3 personnes ont été tuées et plus de 5000 résidents ont dû être évacués. Les gens sont contraints de gérer seuls les conséquences de cette situation d'urgence. Au Daghestan, les gens s'entraident comme il y a des siècles, et cela continue aujourd'hui. On s'aide, on cotise, on se sauve nous-mêmes. Le centre fédéral ne s'en est jamais occupé et ne le fera pas. Ça ne les intéresse simplement pas. Pour eux, nous ne sommes même pas des citoyens de seconde zone. Nous sommes de troisième zone, et pire encore, des citoyens de troisième zone qu'ils détestent. Bien que la part du lion du budget russe aille à la guerre contre l'Ukraine, cela ne produit aucun résultat sur le champ de bataille. L'offensive printemps-été promise a effectivement échoué. Le mois de mars est devenu l'un des plus infructueux pour l'armée russe. Les troupes ont perdu près de 32 000 hommes sans faire d'avancées significatives. En ce moment, la fameuse offensive printemps-été des forces d'occupation russes est censée commencer. Il n'en est rien et il est fort possible qu'il n'y en ait pas. Ce qu'il y aura à la place, c'est une tentative de destruction, une tentative de génocide contre le peuple ukrainien en détruisant les infrastructures, en frappant des villes paisibles, en tuant des civils. Voilà, semble-t-il, le plan. Pendant ce temps, le Kremlin rejette de plus en plus le coût de la guerre sur sa propre population. L'exploitation accrue du travail, la pauvreté croissante et l'effondrement des infrastructures montrent que les ressources s'épuisent et avec elles, la capacité à soutenir une guerre prolongée disparaît. Un reportage de Karina Laliane pour UATV News. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Ici Henry Keane. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. L'Ukraine le ressent, en a besoin et l'apprécie vraiment. Je vous invite aussi à commenter, liker et vous abonner à notre chaîne. Voyons ce que demain nous réserve à tous, n'est-ce pas? UATV vous tiendra informé de l'actualité. Nous serons là avec un regard ukrainien. Alors soyez prudents et restez à l'écoute. Merci. Au revoir.